Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et présents pour ce webinaire qui va traiter du sujet de l'affichage environnemental appliqué aux produits d'ameublement. Donc, comme le disait Stéphane, nous serons deux personnes pour traiter de ce sujet, Romain Bernard et moi-même. Donc, Romain Bernard qui est consultant environnement au sein du pôle aménagement des espaces de vie de FCBA et moi-même qui suis responsable recherche et développement. Donc, pour commencer en douceur, on va revenir sur le programme. Donc, on expliquera de manière très générale le contexte de l'affichage environnemental au niveau national et au niveau européen pour voir comment se situent les produits d'ameublement dans les différentes initiatives. Et ensuite, on commencera à rentrer un peu plus dans le détail technique de l'affichage environnemental avant d'avoir de la part de Romain une démonstration d'un outil de calcul qu'on a développé pour faciliter le déploiement de l'affichage environnemental pour les metteurs en marché. Et enfin, l'ADEME a partagé quelques slides avec nous parce qu'elle avait un certain nombre de messages à nous faire passer sur cette thématique. Et donc, comme le disait Stéphane, on essaiera d'être au maximum possible dans notre discours spécifique au secteur de l'ameublement, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On essaiera de les traiter. Donc, au niveau du contexte de l'affichage environnemental sur le territoire et en Europe, donc une slide un peu d'introduction. L'affichage environnemental, c'est une notion qui vise à communiquer auprès du consommateur des informations quantitatives sur les impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Par cycle de vie, on va entendre qu'on va regarder les impacts environnementaux au niveau de l'extraction des matières premières et de la fabrication des composants, de leurs étapes de transport sur le ou sur les sites de fabrication du produit final, les phases de distribution et de livraison des meubles, leur phase d'utilisation et leur fin de vie. Donc, qui dit consommateur et qui dit bien de consommation dit, dans notre cas de figure, mobilier domestique, à savoir le mobilier que nous, en tant que particuliers, on va pouvoir acheter en magasin ou sur Internet. Donc, c'est une première un premier périmètre en fait à l'affichage environnemental qui aujourd'hui, dans sa conception initiale, est spécifique aux produits domestiques et non pas au mobilier utilisé dans le secteur professionnel. On verra par la suite que cette distinction est plutôt théorique. Deuxième élément d'information, l'affichage environnemental est encore aujourd'hui un dispositif public et volontaire qui va être encadré par des règles communes. Tout ça pour pouvoir fournir aux consommateurs des informations qui vont être objectives, fiables et puis surtout comparables d'un produit à un autre quand deux produits vont assurer la même fonction. Donc, on va considérer qu'on va pouvoir comparer deux canapés entre eux, deux matelas entre eux, deux tables entre eux et qu'on ne va pas instaurer des règles qui vont viser à comparer des tranches de jambon avec l'achat d'un canapé. Si l'intention initiale, c'est de fournir des informations pertinentes aux consommateurs pour qu'ils puissent orienter son acte d'achat vers des produits plus respectueux de l'environnement. L'autre objectif de ce dispositif, c'est évidemment de sensibiliser les metteurs en marché, donc les fabricants et les distributeurs, pour les encourager à mener des démarches de éco-conception ou à renforcer les efforts qu'ils feraient déjà dans ce domaine-là. Donc, même si ce terme d'affichage environnemental est revenu un peu sur le devant de la scène depuis quelques mois, en réalité, c'est un projet qui est débattu depuis plus de 10 ans, puisque le terme affichage environnemental est officiellement apparu au travers de la loi Grenelle 1 en 2009, qui précisait à ce moment-là que l'objectif était d'apporter une information environnementale aux consommateurs au travers de ce fameux affichage environnemental. S'en est suivi, comme vous le voyez là sur cette frise, tout un tas d'initiatives ou de projets de loi ou de projets de loi visant à maintenir à flot ce dispositif. Et donc, dès 2011-2012, à l'époque, le Commissariat général au développement durable avait lancé une expérimentation nationale qui visait à évaluer la faisabilité technico-économique de cet affichage environnemental à l'échelle nationale. Ensuite, le gros coup de boost qu'il y a eu autour de l'affichage environnemental, c'est que l'Europe s'est mise en ordre de marche au travers de sa Commission européenne, à travers le Single Market for Green Products Initiatives. Et donc, c'est à ce moment-là que s'est mise en ordre toute une organisation pour travailler sur ce qu'on a appelé le PEF, le Product Environmental Footprint. Et donc, si on simplifie un peu à l'extrême, au niveau européen, se sont lancées aussi des expérimentations européennes cette fois-ci
pour à la fois décrire des règles méthodologiques d'affichage environnemental, mais aussi les tester auprès de différentes typologies, sur différentes typologies de produits. Si on continue un peu, la loi de transition énergétique, elle aussi, en fait, mentionne la notion d'affichage environnemental à travers son article 15, où là, même si dans l'application, on n'a pas vu pour notre secteur de réalisation concrète, il était indiqué que les metteurs en marché qui voulaient communiquer sur des allégations environnementales quantitatives devaient passer par le dispositif public et volontaire de l'affichage environnemental. Ensuite, vous avez eu la feuille de route sur l'économie circulaire en 2019 qui, là encore, parlait d'affichage environnemental. Et ça s'est concrétisé dans le cadre de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui, là encore, indique que l'affichage environnemental fait partie des dispositifs qui doivent aider le consommateur à orienter ses choix de consommation. Et donc, dans le cadre de cette loi AGEC, s'est déclenchée une expérimentation nationale de 18 mois sur des secteurs prioritaires comme l'alimentation et le textile. Et enfin, le dernier projet de loi avec son article 1, qui est la loi climat et résilience, a instauré tout dernièrement la notion de score carbone, qui au départ témoignait de l'idée de communiquer sur un indicateur changement climatique, donc un CO2 score, et qui au fil des discussions finalement est devenu un indicateur là aussi multicritère, puisqu'a priori l'idée serait maintenant de tester ce score carbone qui travaillerait à la fois sur les impacts liés au changement climatique, mais aussi d'autres indicateurs d'impact, comme par exemple les impacts sur la biodiversité. Et dans le cadre de cette loi, il est prévu une expérimentation de 5 ans uniquement sur l'industrie du textile. Donc, si on résume en fait la moitié supérieure de cette frise, vous avez énormément d'initiatives françaises et puis aussi européennes qui se sont lancées. Les toutes dernières ne concernent pas spécifiquement le secteur de l'ameublement. Et au niveau européen, aucune initiative collective ou individuelle ne s'est déclenchée sur les produits d'ameublement. Donc, pour nos catégories de produits à nous, toutes les initiatives en peu d'envergure qu'on a pu identifier se sont situées à l'échelle nationale. Et en parallèle de ça, ce que vous voyez maintenant sur le bas de la frise, ce sont une bonne partie des initiatives qui ont été menées à l'échelle française, spécifiquement sur le secteur de l'ameublement. Donc, la plus grosse initiative qui a été conduite au départ sous l'égide de l'ADEME et de l'AFNOR, c'est la création d'un groupe de travail dit GT7 pour les produits d'ameublement. Et à travers ce groupe de travail qui a compris à un moment donné plus d'une cinquantaine de parties prenantes de tous bords, metteurs en marché, c'est-à-dire fabricants, distributeurs, cabinets de conseil, associations de protection de l'environnement ou associations de consommateurs, structures institutionnelles. Tout le monde s'est mis autour de la table pendant plusieurs années pour à la fois mener des expérimentations et sur la base de ces expérimentations, construire des règles méthodologiques spécifiques aux produits d'ameublement domestique. Et une fois qu'on a eu ce travail un peu de synthèse de fait, toujours sous l'égide de l'ADEME, des travaux ont été menés pour identifier quels étaient les besoins en données environnementales qu'il faudrait pour pouvoir faire des calculs d'impact environnementaux sur des produits d'ameublement. On y reviendra dans les slides suivantes. Et ensuite, ce que vous voyez, c'est que toute une série d'expérimentations ont été menées. Donc, soit des expérimentations nationales, régionales, avec plus ou moins d'acteurs économiques du marché. Donc, l'une des premières qui a été menée, c'est dans le cadre de l'expérimentation nationale du CGDD, des acteurs de la literie. Ils étaient 6 à l'époque, s'étaient engagés pour tester l'affichage environnemental sur des produits de literie, c'est-à-dire des matelas et des sommiers. Donc, à l'époque, on avait une centaine de produits sur lesquels des calculs d'impact avaient été faits. On avait entre 25 et 30 magasins qui avaient physiquement affiché des étiquettes environnementales sur des produits. Et donc, on avait mené à la fois des expérimentations techniques et des expérimentations pour identifier si et dans quelle mesure le consommateur était sensible à l'information environnementale qui lui était proposée. À partir de 2012-2013, on a mené une autre expérimentation nationale, cette fois-ci avec le concours du ministère de l'économie. Et donc là, on était beaucoup plus sur une approche technico-économique pour savoir concrètement ce que cela induisait pour des fabricants de mettre en œuvre l'affichage environnemental d'un point de vue de leur organisation interne. Donc, quels services étaient concernés, quelles données il fallait collecter, quelle était la gouvernance à mettre en œuvre dans le cadre de la relation client-fournisseur et qu'est-ce que ça pouvait coûter à une entreprise de type PME de mettre en place un dispositif comme l'affichage environnemental.
C'est à cette époque-là aussi que, du coup, en parallèle, on a travaillé sur un 4e référentiel sectoriel pour les produits dits articles de literie, c'est-à-dire couettes, oreillers, édredons, traversins. Et puis, on a continué. Donc, on a eu la possibilité de travailler avec des artisans, puisque le secteur de l'ameublement est constitué à plus de 95% de TPE et PME. Et même dans ces 95%, on a une très large majorité d'entreprises de moins de 20 salariés. Donc, comment on adapte un dispositif de affichage environnemental quand on est sur des toutes petites structures avec 5 à 10 employés? Et ensuite, à partir de 2015, ce à quoi on s'est employé, c'est de développer un outil de calcul pour les professionnels du secteur pour leur faciliter la mise en œuvre de l'affichage environnemental d'un point de vue technique. Et puis, on a continué avec des expérimentations sur le mobilier de jardin. Et là, les derniers travaux sur lesquels on travaille là, depuis l'année dernière, on le verra après dans le détail ce que ça veut dire, c'est la définition de ce qu'on appelle une note globale. Donc, vous voyez qu'en fait, ce projet est débattu depuis plus de 10 ans et ça fait plus de 10 ans que des travaux sont menés sur les secteurs de l'ameublement. Et donc, si on regarde un peu la dynamique à travers cette période-là, on a eu au départ un très gros coup de boost via le GT7 et toute l'implication de l'ADEME. Et après, on a eu un peu le gâteau qui s'est essoufflé après l'expérimentation nationale du CGDD, puisque à l'époque, un bilan avait été transmis au Parlement français qui avait conclu que l'affichage environnemental devait rester un dispositif volontaire et qu'il fallait continuer à consolider ce que l'on appelle le socle technique. Donc, ça faisait déjà 4-5 ans que les metteurs en marché étaient mobilisés sur le sujet et à partir de là, l'énergie est un peu retombée. Donc, FCB a continué à travailler avec certains acteurs qui étaient motivés pour continuer à maintenir une dynamique et consolider ce fameux socle technique. Donc voilà, maintenant si on regarde un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de socle technique? Il y a en réalité 3 éléments distincts et récemment s'est greffé un 4e élément qui sera présenté à la fin de ce webinaire. Le premier élément, ce sont finalement tous les documents méthodologiques qui vont être nécessaires pour les metteurs en marché pour comprendre concrètement ce qu'ils doivent mettre en œuvre pour déployer l'affichage environnemental. Donc, il existe un premier document qui s'appelle le BPX 30323.0 et qui donne un certain nombre de règles générales applicables à tous les secteurs de biens de consommation pour le déploiement de l'affichage environnemental. Ce document est assez technique, donc vous pouvez le trouver sur le site Base Impact de l'ADEME. Donc, il est accompagné d'un guide de lecture qui vulgarise un certain nombre de notions techniques. Pour compléter ce document qui est très générique, il existe aujourd'hui 4 référentiels sectoriels qui concernent nos produits d'ameublement. Donc le BPX 30323 partie 4 pour tout ce qui est mobilier meublant. Donc ce qu'on va appeler le meublant, c'est les tables, les chaises, les commodes, les armoires, les buffets. Tout ce qu'on va retrouver dans nos lieux de vie. Le BPX-6 pour les sièges rembourrés. Donc ça va être canapé, fauteuil, clic-clac, BZ. Le BPX 30323-10 pour la literie avec les matelas et les sommiers. Et enfin, le dernier né qui est la partie article de literie que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, dans ces référentiels sectoriels, vous allez avoir un certain nombre de chapitres qui vont vous dire quels sont les indicateurs environnementaux qu'il faut calculer. Pour les calculer, quels sont les types de données qu'il faut collecter. Est-ce que ces données, c'est le metteur en marché qui doit les collecter lui-même ou est-ce qu'il a la possibilité d'utiliser des données qui sont proposées par défaut, etc. etc. Mais une fois qu'on a compris en fait la mécanique, il va falloir des données environnementales associées aux données qu'on va collecter. Donc, par exemple, si j'ai un siège rembourré qui comporte 10 kg de mousse polyuréthane, il va falloir avoir comme information quels sont les impacts environnementaux associés à la production de cette mousse polyuréthane, associés au transport de cette mousse polyuréthane sur le lieu d'assemblage et jusqu'à, par exemple, le traitement en fin de vie de cette mousse polyuréthane. Et pour cela, donc l'ADEME a développé une base de données en ligne qui s'appelle la base de données Impact, dont vous avez là une copie d'écran là qui s'affiche. Vous avez plus de 1600 procédés qui sont renseignés et qui va être du coup la base de données nationale officielle pour déployer l'affichage environnemental. Donc, une fois qu'on a les règles méthodologiques et qu'on a une base de données, la troisième brique technique qu'il va falloir, c'est un outil de calcul.
Et donc là, tous les metteurs en marché ont la possibilité de développer leur propre outil et c'est ce qu'a fait FCBA à partir de 2015 avec le concours de l'ADEME et qui vous sera présenté juste après. Et ensuite, dans les derniers travaux réalisés, en sachant que toute la partie GT méthodologique s'est construite entre 2009 et on va dire 2012-2013, la base Impact, pareil, elle est née entre 2012 et 2014. L'outil Ecomeuble, on a commencé à le développer en 2015 et à partir de 2019, le format d'affichage a commencé à être construit et le logo que vous voyez ici est un des logos aujourd'hui qui est déposé par l'ADEME. Et même si au départ, on n'intégrait pas ce format d'affichage dans ce qu'on appelle le socle technique, derrière cette notion de note globale, on a toute une mécanique de calcul qui nous fait dire aujourd'hui que ça constitue une quatrième brique technique pour le déploiement de l'affichage environnemental. Donc maintenant, je vais, si ça veut bien fonctionner, donner la main à mon collègue Romain pour qu'il puisse vous faire une mini démonstration de l'outil Ecomeuble. Bonjour à tous, donc Romain Bernard, consultant environnement FCBA. Donc, pour cette partie, je vous présenter l'outil de calcul développé en partenariat avec l'ADEME, l'outil Ecomeuble, qui permet de calculer les impacts environnementaux pour les produits de type d'ameublement. Ecomeuble, comme cela a été dit, c'est un outil de calcul d'analyse de cycle de vie simplifié, qui a été développé en partenariat avec l'ADEME et qui se base sur la base de données, base impact, qui a été développée par l'ADEME. Donc cet outil de calcul, il est vraiment destiné à tous les professionnels de l'ameublement, puisqu'il a été construit sur tous les référentiels de ce domaine-là, et du coup, il est vraiment adapté à ce secteur. Donc pour utiliser Ecomeuble, on a toute une partie qui est avec un accès gratuit, qui permet la modélisation et avoir tous les impacts environnementaux sur les produits d'ameublement. Mais il y a également la possibilité d'acheter différentes licences qui permettent d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc par exemple, sur les fonctionnalités, on a par exemple les comparaisons de produits. On a la possibilité également d'avoir plus de modélisation qui puisse être enregistrée, faire des imports massifs, c'est-à-dire pouvoir faire plusieurs modélisations en même temps avec un document Excel en ajout. Également des vérifications tierces parties qui peuvent être faites par FCBA, et aussi on peut noter aussi la personnalisation de l'interface qui est possible sur la plateforme. Donc avant de rentrer dans les détails techniques de la plateforme Ecomeuble, quelques chiffres pour se rendre compte un peu de l'état de l'outil. Donc Ecomeuble à ce jour, on a 489 utilisateurs. C'est un outil qui a été lancé en 2015. Et si on regarde sur le diagramme de gauche sur le nombre d'inscriptions, on se rend bien compte de l'engouement qu'il y a eu à partir de 2019, fin 2019, et qui est lié à ce qui a été présenté en début de ce webinaire, avec notamment la loi GEC qui a été mis en œuvre avec tous les aspects d'affichage environnemental qui y sont liés. Donc, si on regarde sur les années, par exemple 2019, on a eu 82 inscriptions. L'année 2020, l'année avec le plus d'inscriptions, avec 213 personnes qui se sont inscrites. Et on voit à mi-juin, pour 2021, on a déjà 117 inscriptions. Donc on peut imaginer qu'en fin d'année, on dépassera même le nombre d'inscriptions de l'année dernière. Donc maintenant, si on regarde un peu plus en détail sur les catégories qui sont présentes dans nos utilisateurs d'Ecomeuble, on se rend compte que la majorité des utilisateurs sont des étudiants ou professeurs d'école ou université, ce qui représente une part de 29% des inscriptions. On a aussi une grosse partie d'entreprises, avec 24%. Et on a cette partie d'utilisateurs particuliers avec 23%, mais il faut noter qu'il y a certaines inscriptions qui sont faites sous le format particulier, mais ce sont des personnes qui sont intégrées aux entreprises. Donc ce chiffre de 23% est certainement un peu majoré. On a également une partie de cabinet de conseil qui la représente environ 11% des utilisateurs, et après tout le reste, divers organismes ou autres, où là ça représente environ 13%. L'outil Ecomeuble, comme cela a été dit, on a 4 référentiels différents. Le référentiel literie, siège rembourré, mobilier meublant et articles de literie. Et pour chacune de ces catégories référentielles, on a différents produits.
Et donc, si on regarde par exemple pour le référentiel literie, on a donc les produits de type matelas ou sommier. Pour le référentiel siège rembourré, donc on a tout ce qui est donc canapé, fauteuil ou convertible. Donc la plus grosse catégorie, donc tout ce qui est mobilier meublant, donc là comporte beaucoup de produits, donc avec tous les mobiliers de rangement, cuisine, salle de bain, façade de placard, chaises, sièges ou encore les tables. Et donc on travaille actuellement pour mettre en place sur la plateforme donc le dernier référentiel, le référentiel article de literie, qui est composé donc des produits couettes et oreillers. Donc l'avantage d'avoir donc cet outil qui soit vraiment destiné au secteur de l'ameublement et aux professionnels de l'ameublement, c'est que donc toutes ces catégories sont basées sur les référentiels, ce qui permet d'avoir vraiment toutes des données, des paramètres qui soient déjà préenregistrés pour que la modélisation soit au plus proche de ces produits-là. Donc, si on regarde un peu en détail toute la partie plus technique, donc sur l'analyse de cycle de vie simplifié, donc, si on regarde la trame, on se rend bien compte que ça suit une trame d'analyse de cycle de vie. L'avantage de l'outil, c'est qu'il est destiné à des personnes qui n'auraient peut-être pas toutes les données techniques pour faire des analyses de cycle de vie sur des logiciels d'ACV standard. Mais on voit que la trame suit donc toutes les étapes d'un cycle de vie, donc avec notamment matière première, mise en œuvre, distribution ou encore la fin de vie. Mais avant de renseigner tous ces aspects plus techniques, on a déjà donc le premier onglet, l'onglet général, où on va renseigner des données sur l'information du produit, donc avec notamment le nom, la marque, l'entreprise ou d'autres commentaires. Et ensuite, on a quelques paramètres très importants à renseigner. Donc le premier paramètre, c'est l'unité fonctionnelle. Et donc l'avantage d'avoir toutes ces catégories dans Ecomeuble, c'est que vu qu'une catégorie a été choisie avant la modélisation, cette donnée-là est déjà pré-renseignée. Donc si on regarde cet exemple-là, pour une modélisation de type matelas, on a donc l'unité fonctionnelle qui est une place de couchage utilisée quotidiennement par année d'utilisation, avec une description qui explique qu'il y a une place de couchage pendant un an. Ensuite, donc le deuxième paramètre très important dans l'onglet général, c'est donc le flux de référence. Et dans ce cas-là, c'est l'utilisateur qui doit le renseigner. Donc dans cet exemple d'un matelas, il est expliqué qu'il y a une place de couchage. Et donc le dernier élément très important, c'est donc la durée de vie à renseigner également par l'utilisateur. Donc tous ces trois paramètres-là de la modélisation, ce sont donc des diviseurs communs, puisque les résultats d'impact qu'on obtiendra donc à la fin de la modélisation sont directement liés à ces valeurs-là qui sont renseignées en début. Donc c'est des unités qui sont très importantes à prendre en compte. Et une dernière donnée à renseigner dans cet onglet, donc la masse totale du produit, donc sans prendre en compte tous les aspects liés à l'emballage. Donc ensuite, pour la première étape, donc toutes les données liées à l'emballage qui ont vraiment un onglet spécifique. Donc dans cette partie-là, on va renseigner tous les matériaux qui constituent l'emballage, mais donc l'utilisateur a renseigné seulement les parties sur la masse des différents matériaux, puisque pour toutes les autres données, on a donc ce système de données pré-renseignées, et ce sont des données sectorielles pour l'ameublement, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas avoir à rentrer toutes ces données qui peuvent être beaucoup plus techniques à obtenir sur tout le processus. Donc, si on prend un exemple, pour le matériau carton de l'emballage, on a la masse qui est renseignée par l'utilisateur, mais ensuite pour le taux de recyclage, le taux d'incinération et le taux de mise en décharge, on a toutes ces données qui sont déjà renseignées. Donc, comme je l'ai dit, l'outil Ecomeuble est destiné à des personnes qui n'ont pas forcément toutes les compétences pour faire une analyse de cycle de vie standard. Donc tout au long du processus et de l'étude, il y a la possibilité d'utiliser ces données sectorielles qui sont moyennes et qui permettent à l'utilisateur de ne pas être bloqué s'il lui manque des données de matériaux ou de transport ou autre. Donc ensuite, si on regarde sur la partie matière première, donc cette partie-là, elle est composée de plusieurs parties. Et suivant la catégorie de produits qui était sélectionnée en amont, donc on a des parties différentes. Donc pour cet exemple-là, pour un produit de matelas, donc on a 5 parties différentes. Donc on a âme, suspension, carénage, la partie garnissage, le plateau, la partie bande poignée et tous les matériaux liés au collage. Et donc dans chacune de ces parties-là, on va renseigner tous les matériaux qui la composent. Donc si on regarde un peu plus en détail, par exemple sur la première partie, la partie âme, suspension, carénage, on se rend compte qu'on peut renseigner différents matériaux, que ce soit par exemple des mousses, ressorts, textiles non tissés. Et donc pour cet exemple-là, un matériau qui est renseigné, donc une mousse polyuréthane basse densité, l'utilisateur va donc pouvoir renseigner la masse de ce composant, et ensuite les différents types de transport pourront être renseignés. Et encore une fois, si la personne n'a pas la distance précise
d'un transport, il y a toujours cette possibilité-là d'utiliser donc, les données préenregistrées pour le secteur de l'ameublement. Donc pour certains types de matériaux, notamment sur les textiles, on a des matériaux qui sont un peu plus complexes et on a cette possibilité-là d'ajouter donc des procédés de transformation. Donc, par exemple, pour les textiles, donc, on a tous des procédés de mise en forme. Et si on regarde, par exemple, on a la possibilité d'ajouter un procédé de grattage, par exemple, pour une zone géographique d'Europe. On a également différents traitements, par exemple des traitements antibactériens ou anti-taches, ce qui permet d'avoir vraiment le matériau et aussi tous les procédés de transformation qui lui sont associés pour avoir vraiment quelque chose de plus complet possible. Donc également, toujours dans cet onglet de matières premières, on a la possibilité donc, de saisir donc, directement des résultats de fournisseurs, c'est-à-dire que si une donnée n'est pas présente dans la base d'impact, que puisque l'outil Ecomeuble utilise vraiment toutes ces données de la base de données de l'ADEME, il y a quand même cette possibilité-là donc de faire une analyse rapide sur un autre outil ou logiciel d'ACV et ensuite de rentrer directement les résultats d'impact sur les différents indicateurs, ce qui te permet de ne pas être bloqué sur les seuls matériaux présents dans la base d'impact de l'ADEME. Ensuite, pour une autre étape du cycle de vie, donc toute la partie mise en œuvre, donc là, lié vraiment toute la partie fabrication. Donc on a la possibilité de renseigner des données pour différents sites de fabrication. Donc à chaque fois, un pourcentage pour l'assemblage sur chaque site et un mix énergétique qui lui est associé. Donc avec pareil, toutes les consommations à renseigner, les pays d'assemblage, et avec toujours ces données qui sont disponibles si on n'a pas les données exactes pour la modélisation. Et un second élément donc, pour cette partie mise en œuvre, là on est sur la partie taux de perte. C'est souvent des données qui peuvent être compliquées à récolter pour les industriels auprès des fournisseurs. Donc on a le plus souvent ces données préenregistrées qui sont utilisées avec la possibilité d'affiner s'il y a certaines données qui sont à disposition de l'utilisateur. Pour la partie distribution, donc là on est vraiment lié sur les transports pour la partie logistique. Donc on a toujours cette possibilité-là, donc avec toutes les catégories de transports différents, avec à chaque fois donc des pourcentages associés pour arriver vraiment à tous les transports qui soient en France ou plus sur une partie de distribution, avoir toutes ces données qui sont renseignées avec les différentes distances. La dernière étape donc, de l'analyse de cycle de vie simplifié, c'est l'étape fin de vie. Et pour cette étape, c'est un peu particulier puisque l'utilisateur n'a pas la possibilité de rentrer les données qu'il a en sa possession. Donc, pour cette partie-là, toutes les données qui ont été enregistrées dans l'outil sont des données qui sont vraiment adaptées au secteur de l'ameublement, donc des données où un travail a été fait avec par exemple des éco-organismes ou autres organismes, pour pouvoir avoir différents scénarios qui soient prédéfinis, donc qui intègrent plusieurs données, donc par exemple sur un taux de recyclage, un taux d'incinération ou encore un taux d'enfouissement. Donc, comme je l'ai dit, l'utilisateur n'a pas la possibilité d'ajouter ses propres données, mais vu que sur l'outil, tous les paramètres donnés sont accessibles, donc il y a vraiment une transparence qui est faite, donc il y a la possibilité à l'utilisateur de se rendre compte quelles sont les modélisations qui sont faites pour cette partie de fin de vie. Et ensuite, dernièrement, sur l'onglet des résultats, à la fin de toute la modélisation, on aboutit au résultat d'impact pour 3 indicateurs qui sont pertinents pour le secteur de l'ameublement. Donc on a le changement climatique, l'eutrophisation eau douce et l'acidification de l'air. Donc c'est les 3 indicateurs d'impact qui ont été retenus pour le secteur de l'ameublement et qui se trouvent du coup dans les différents référentiels. Mais on a toujours la possibilité d'afficher les autres indicateurs qui sont présents par exemple sur l'outil bilan produit de l'ADEME. Et donc il y a environ une quinzaine d'indicateurs qui sont quand même disponibles et qui peuvent quand même être utilisés par l'utilisateur. Et si on regarde plus en détail, on a la possibilité de voir les impacts associés à chacune des étapes du cycle de vie et également, pour aller encore plus loin, aux différents composants et même aux différents matériaux qui constituent ces différents composants, ce qui permet de voir vraiment cette répartition-là et de se rendre compte quels sont les matériaux qui ont vraiment le plus fort impact sur un produit ou sur un procédé. Et pour terminer, on a la possibilité de générer 2 documents, des documents de synthèse. Donc le premier, c'est un rapport de synthèse qui est là et assez complet, qui reprend toutes les données qui ont été enregistrées et les résultats.
Et on a également un second document où là, c'est une fiche de synthèse où on est plus adapté sur de la communication qui reprend quelques données générales avec les 3 résultats d'impact pour les 3 indicateurs retenus pour l'ameublement et donc l'étiquette environnementale. Et donc cette étiquette environnementale, c'est des travaux qui sont mis en place depuis peu, avec donc, ce logo qui a été déposé par l'ADEME. Donc par la suite, on va expliquer toute la démarche qu'on a mis en place à FCBA pour avoir sur toutes les catégories de produits et essayer d'aboutir du coup à cette étiquette environnementale qui permet une communication et une comparaison entre les produits qui soient facilités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la 4e brique technique finalement de l'affichage environnemental. Et donc, le principe au départ, c'est d'avoir une note globale qui permet de faciliter la lecture pour le consommateur par rapport aux produits qu'il voudrait choisir. Et donc, en fait, quand on construit une note A, B, C, D, E, il faut qu'on ait en réalité un panel représentatif de produits, puisque la question, c'est de dire à partir de quand on passe de la note A à B, B à C, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a ce panel représentatif de produits, on va aller chercher des vrais produits qui correspondent aux critères de ce panel et on va aller collecter des informations et modéliser un certain nombre de produits pour pouvoir définir ces règles. Donc, le ministère de l'Environnement avait édité il y a quelques semestres maintenant une note méthodologique pour dire comment il fallait calculer ces notions de seuil pour obtenir une note globale. Ce sur quoi nous, on a axé nos efforts là depuis quelques mois, c'est sur la manière de constituer un panel représentatif de produits. Donc, représentatif, ça veut dire qu'est-ce qu'on va aujourd'hui significativement trouver sur le marché français. Sur la typologie de produits domestiques. Et comme vous avez pu le voir à travers notamment les référentiels sectoriels et l'outil Ecomeuble, on a plus de 14 catégories de produits à couvrir. Donc, on va avoir par exemple les tables basses qui vont être différentes des tables de repas, qui vont être différentes des tables de bureau et qui vont être différentes encore des tables de jardin. Et donc, pour chacune de ces catégories de produits, on a l'ambition aujourd'hui d'essayer de constituer des panels d'une vingtaine de produits représentatifs du marché, en sachant que la note du ministère, elle, proposait un objectif à 10 produits. Et donc, par rapport à cette intention-là, aujourd'hui, on a 3 catégories de produits qui sont couvertes, les matelas, et les articles de laiterie, c'est-à-dire couette et oreiller, ça en fait 3. Et on en a 5 actuellement qui sont en cours. Donc, on essaie de travailler par séquence. Et donc là, les produits sur lesquels on est en train d'avancer pas mal avec des modélisations en cours, ce sont les sommiers, les sièges rembourrés, on a commencé le mobilier de jardin et les façades de placard aussi, par exemple. Et pour faire tout ce travail-là et pour s'assurer que nos produits sont bien représentatifs du marché, on a développé un process de travail qui repose non seulement sur l'étude des données statistiques qu'on peut trouver en termes de production française, d'exportation et d'importation, mais on va compléter ces données générales par des enquêtes auprès des metteurs en marché. Donc, pour l'ensemble des catégories là, qui sont en cours, on a une vingtaine de metteurs en marché qui ont été sollicités, qui ont répondu à ces enquêtes-là. Et ensuite, on en a une dizaine aujourd'hui qui nous ont donné un peu un accord de participation et qui acceptent de rentrer un peu dans le mouvement pour contribuer à définir ces notes globales. Donc, ce process est en cours. Ce qu'on voudrait, c'est avoir fini là, les 4-5 catégories d'ici la fin du premier semestre. Et ce qu'on aimerait bien, c'est réussir à finaliser toutes les consolidations de notes globales pour toutes nos catégories de produits. Donc, l'enjeu vraiment pour nous, c'est de se reposer sur un système participatif et collaboratif avec des metteurs en marché pour éviter qu'on se retrouve à rechercher des données plus bibliographiques ou alors à récupérer des modélisations qu'on avait pu faire dans des années précédentes. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça à nous contacter si cette démarche vous intéresse. En sachant qu'on essaie de s'adapter à chacune de vos typologies de produits, de vos contraintes et votre organisation pour essayer de faire en sorte que nous, on arrive à récupérer des données et que pour vous, ce soit le plus interactif possible et le plus facile à mettre en œuvre de votre côté. Dernier élément sur cette partie socle technique, donc FCBA a développé un outil qui permet de calculer des indicateurs d'impact. On est en train de le consolider avec l'intégration des notes globales par typologie de produits. Et la prochaine étape, celle sur laquelle on est en train de travailler actuellement, c'est que l'ADEME a mis en place un service de délégation de services publics
pour pouvoir vérifier notamment des outils de calcul. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on va lancer très rapidement, puisqu'on est en contact avec certains des cabinets qui ont été retenus par l'ADEME, puisque l'objectif, c'est étant donné que l'on a développé un outil pour la profession, on voudrait avoir une vérification tierce partie pour qu'on puisse avoir la reconnaissance que cet outil repose bien à la fois sur les référentiels sectoriels, utilise bien la base de données impact et fournit bien des calculs qui sont cohérents par rapport aux règles de l'affichage environnemental. Et donc, l'idée derrière, c'est que du coup, tout metteur en marché qui utilisera cet outil pourra l'utiliser en confiance parce qu'il aura fait l'objet d'une vérification préalable. Et ensuite, pour information, l'ADEME a mis en place une deuxième délégation de service public qui, elle, vise plutôt à évaluer la sincérité des notes qui sont affichées par les metteurs en marché. Et là aussi, on a une discussion en cours avec ces cabinets et l'ADEME pour savoir comment ce système peut fonctionner lorsqu'un metteur en marché a utilisé un outil tel que Ecomeuble qui a été vérifié et validé par la DSP et de savoir du coup comment on peut considérer les notes qui en découlent. Donc voilà pour la partie présentation de l'affichage environnemental. Et donc, on a Philippe Baja du service produit efficacité matière qui n'a pas pu se joindre à nous là au dernier moment. Mais donc, il a préparé quelques slides parce qu'il avait un certain nombre de messages clés à partager avec vous. Donc, le premier message sur lequel il voulait mettre l'accent, c'est qu'un certain nombre de secteurs dits pilotes se sont engagés depuis un certain nombre d'années. Et donc, pour l'ADEME, ils en comptent 5 aujourd'hui, depuis 2017, les produits électriques et électroniques, l'alimentaire, l'ameublement, l'hôtellerie et les textiles. Ces secteurs ont travaillé plus ou moins indépendamment, mais ont tous montré l'envie de vouloir avancer d'un point de vue technico-économique pour voir de quelle manière l'affichage environnemental pouvait se déployer massivement et industriellement. Donc, pour Philippe Baja et pour l'ADEME, ils considèrent aujourd'hui que, compte tenu du socle technique qui est existant, l'ameublement est sans doute l'un des secteurs les plus opérationnels pour déployer aujourd'hui l'affichage environnemental en lien avec les démarches d'éco-conception que les metteurs en marché auraient déjà pu initier. Donc, premier message, l'ADEME est très intéressée par toute démarche individuelle ou collective qui voudrait se mettre en ordre de marche sur le secteur de l'ameublement. Deuxième message, dans le cadre du plan France Relance, l'ADEME a lancé un certain nombre de dispositifs d'accompagnement des entreprises et notamment un dispositif qui est spécifiquement dédié aux PME et TPE qui s'appelle le dispositif Tremplin. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des entreprises un guichet très simple avec une instruction accélérée et qui permet de cofinancer un certain nombre d'actions dans le domaine de la transition écologique. Et donc, sur la thématique de l'affichage environnemental, l'ADEME propose des aides financières au déploiement à hauteur de 80% avec une assiette éligible maximum de 8 000 €. Ce qui veut dire que si vous souhaitez vous faire accompagner d'une structure qui vous propose un devis à 10 000 €, vous recevrez un financement à hauteur de 8 000 €. C'est le maximum. Deuxième aide que l'ADEME a mis en place, c'est une aide à la vérification externe des notes qui seraient calculées. Et là, l'ADEME a mis en place un système de forfait de 3 000 € par échantillon vérifié et qui sera vérifié par un délégataire retenu par l'ADEME. Ces dispositifs spécifiques à l'affichage environnemental viennent compléter des dispositifs qui existent depuis très longtemps au sein de l'ADEME pour inciter les metteurs à marché à développer des démarches d'éco-conception. Donc, c'est des aides au diagnostic, des aides à la mise en œuvre et même des aides aux investissements dont vous voyez ici les montants qui sont significatifs pour des structures de type PME. Donc, le message de l'ADEME, c'est de dire qu'ils ont fait au maximum pour simplifier toutes les démarches administratives. Le dispositif Tremplin, c'est un fichier Excel à télécharger directement en ligne. Et ce que recommande ou ce que préfère l'ADEME, c'est que l'entreprise regarde bien toutes les aides qui sont disponibles et que l'entreprise fasse une demande de subvention auprès de l'ADEME. Et donc, pour ceux qui sont des PME et qui sont intéressés, vous verrez que les aides sont extrêmement variées, très riches. Ça traite d'affichage environnemental, d'éco-conception, de gestion des déchets, d'investissement type compacteur à carton, changer sa flotte de véhicules en véhicules électriques, acheter des ampoules LED, investir dans des abris vélos. Donc, c'est très, 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 très large. Donc, pour ceux qui sont curieux, prenez le temps de regarder toutes les aides disponibles et toutes celles qui pourraient vous intéresser.
Et une fois que le fichier Excel est rempli, il est envoyé à l'ADEME et en quelques jours ou quelques semaines, vous recevez une réponse. Il y a 10 jours, l'ADEME estimait qu'elle avait reçu déjà à peu près une cinquantaine de dossiers et ces dossiers sont instruits au fil de l'eau. Et donc, une fois que les budgets seront écoulés, à la fin de l'année, l'ADEME verra si oui ou non elle reconduit ce dispositif en 2022. Donc, on arrive là à la fin de cette présentation. On voulait juste faire un point parce qu'on a de plus en plus, grâce ou à cause de la loi GEC et du projet de loi climat et résilience, de questions sur l'affichage environnemental. Donc, sachez que l'outil Ecomeuble est accessible gratuitement et c'est un outil qui est en ligne. Ensuite, on a développé d'autres licences qui, elles, sont payantes, qui sont prioritairement réservées aux professionnels. Mais allez voir déjà du coup à quoi ça ressemble et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour les autres types de licences. Et puis, l'affichage environnemental, au-delà de cette présentation, c'est quand même toute une culture au sein de l'entreprise à mettre en œuvre pour bien définir le qui fait quoi, quand, comment. Et donc, si vous avez besoin, il existe des formations spécifiques pour les produits d'ameublement. Et enfin, donc on vient de le dire, profiter du dispositif Tremplin d'ADEME parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant et on commence à voir quelques retours d'entreprises du secteur qui ont déposé un dossier et qui ont reçu un avis favorable. Donc on arrive là à la fin de cette présentation.